Athènes et son acropole. Mykonos. Santorin. Des noms évocateurs. Entre sites archéologiques et mer Azur, ici il y en a pour tous les goûts. Chaque année, ce pays attire près de 18 millions de touristes. La Grèce, une terre bénie des dieux, mais maudite par les éléments. Dans ce pays, pas une journée sans que la terre ne tremble. Pour les spécialistes, c'est l'un des pays d'Europe où le risque sismique est le plus élevé. Sur cet écran, on peut voir les séismes qui ont eu lieu les 6 derniers mois. Soit 15 000 séismes par an environ. L'un des plus meurtriers, Ararnès, en 1999. Ici, il y avait un bâtiment qui s'est effondré et on cherchait notre copain d'école et sa sœur. En fait, ils étaient morts à l'intérieur. Autre calamité, les incendies de forêt. Attisés par des vents forts, les flammes emportent des milliers d'hectares de bois, des maisons et des hommes. Et à un certain moment, les flammes sont arrivées là où les enfants ont été brûlés. Sans oublier les canicules de plus en plus fréquentes. Elles amplifient un phénomène méconnu du grand public, l'îlot de chaleur. Ce n'est pas seulement une hausse de la moyenne des températures, c'est aussi une augmentation de la fréquence des jours à très haute température, ce qui est très mauvais pour le confort thermique. La Grèce, asphyxiée depuis 4 ans par une autre catastrophe. Chômage en hausse, salaire en baisse. La crise économique est devenue la principale préoccupation du pays, loin devant l'environnement. Aujourd'hui, les Grecs n'en peuvent plus. Ils s'interrogent. Seraient-ils abandonnés? Oubliés des dieux. Notre enquête commence au nord d'Athènes, dans la ville d'Ararnès. 150 000 habitants. Le 7 septembre 1999, la cité est frappée par un séisme de 5,9 degrés sur l'échelle de Richter. Des quartiers entiers sont rayés de la carte. 140 personnes trouvent la mort. Les années passent et l'évocation de ce tremblement de terre reste douloureuse. Nous avons tenté de recueillir des témoignages. C'est pour la France, c'est pour la France. Non, non, je veux pas. Non. Même l'adjoint au maire qui nous accompagne a du mal à convaincre ses concitoyens. Mais au fil des rencontres, il se fait rassurant. Oh Marie, bien sûr que j'étais là. J'ai senti le tremblement de terre. J'étais ici. Vous avez eu des dégâts? Oui, nous en avons eu. C'est chez nous que le tremblement de terre a eu lieu. Ici, un peu plus haut. Et ça a duré longtemps? Je ne peux pas vous dire combien de minutes ça a duré. Mais on a eu 37 victimes pour notre seul quartier.
Une famille entière a été tuée. Parfois, quand je vois à la télévision une ville morte, je me dis que c'était exactement la même chose. Il n'y avait plus de lumière, plus rien. Un peu plus loin, nous croisons une autre femme. Au moment de la secousse, elle rentrait du travail. Ici, il y avait un bâtiment qui s'est effondré et on cherchait notre copain d'école et sa sœur. En fait, ils étaient morts à l'intérieur. Beaucoup de gens ont été tués dans cet immeuble et aussi dans un autre bâtiment un peu plus loin. Pour les habitants du quartier, y a-t-il toujours de la douleur et de la crainte? En fait, on oublie. Et puis, on se souvient quand il y a une secousse. Les souvenirs ressurgissent. Il y a souvent des secousses? Quelquefois. Quand tu passes à un endroit et tu te dis « Ici, j'ai perdu un ami, une connaissance », à ce moment-là, alors, tu te rappelles. Le souvenir encore devant les vestiges du séisme. Dans cette maison, les propriétaires n'ont pas eu le courage de reconstruire leur vie. Aujourd'hui, le quartier est flambant neuf. Pourtant, 14 ans après le drame, les plaies peinent à cicatriser. Les habitants restent marqués, les maisons aussi. Ici, vous avez une croix jaune. Quand elle était jaune, ça signifiait que le bâtiment était susceptible d'être réparé. Si vous aviez une croix rouge, cela voulait dire que la maison devait être démolie. Une croix verte, c'était pour un bâtiment qui n'avait subi aucun dégât. Dans ce quartier, il y avait plus de croix jaunes, vertes ou rouges? Dans ce quartier, on a eu beaucoup de croix rouges. La plupart des maisons ont été démolies et remplacées par des immeubles. Tout a été reconstruit. Et c'est bien là le problème de la vie du maire d'Ararnès. En 1999, Douros Sotiris n'était pas élu. Il travaillait dans un bureau d'études comme ingénieur en génie civil. Pour lui, les dégâts étaient prévisibles. Ici, le sous-sol n'est pas aussi solide et résistant que dans d'autres villes alentours. Et ça a pour conséquence que même si le séisme a eu lieu à quelques kilomètres de là, quand les ondes sont arrivées, les secousses ont été amplifiées. Et c'est dans le centre qu'on a eu de gros dégâts. Rue Ayas Rigados, rue Dimitriou Dédé, rue Pavlou Mella et rue Hieron Polytechniou. On est là dans des zones très denses. C'est la vieille ville. C'est là qu'on aurait dû faire, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait. J'aurais pris ces terrains où il y a eu les plus gros dommages, avec des immeubles détruits. Et j'aurais déplacé les gens qui vivaient là dans d'autres coins de la ville. Et ce n'est pas ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Moi, j'aurais déclaré ces zones inconstructibles et j'aurais fait un parc, ce qui en plus aurait été bon pour l'environnement. À Ararnès, tout a été fait conformément au code grec de la construction. L'un des plus rigoureux au monde pour ce qui est des normes parasismiques. Un code sans cesse mis à jour par l'OASP, l'organisme chargé de définir la résistance des bâtiments et des matériaux. Mais pour Spiros Lalleros, l'un de ses responsables, la règle est une chose, son application en est une autre. En fait, votre angoisse, un petit peu, c'est en tant qu'organisme d'État, c'est peut-être les bâtiments qui sont construits plus ou moins sans permis. Sans foi ni loi, si vous permettez. Oui, exactement, c'est exactement ça. Il y en a beaucoup en Grèce, des bâtiments construits comme ça? Malheureusement, oui. Malheureusement, car ici la terre tremble souvent. On le voit sur cette carte, la Grèce apparaît en marron.
Autrement dit, c'est l'un des pays les plus vulnérables en Europe. Le problème, c'est qu'on n'a pas une seule faille à étudier, si vous voulez. Dans tous les États-Unis, il y a une partie, il y a la faille de San Andreas, donc on peut faire des normes. Ici, en Grèce, toute la Grèce est active. On a des milliers de failles qui sont susceptibles de s'activer à tout moment. Et donc, ça commence à nous poser des sérieux problèmes. C'est pour ça. Donc, soit on dit on ne construit plus en Grèce, donc on fait de la Grèce un parc naturel, et on va habiter ailleurs. Avec 11 millions d'habitants, évacuer le pays serait illusoire. En revanche, les autorités misent sur un système d'alerte à la pointe de la technologie. En face de l'acropole, voici l'observatoire d'Athènes. Ici, des techniciens centralisent les informations sur les séismes qui frappent le pays. Une cellule placée sous le contrôle de Maria Sarpasi. Là, nous sommes dans la salle de surveillance. On a 5 sismologues qui travaillent toute l'année, 24 heures sur 24, pour analyser les séismes. C'est un travail de routine, on appelle ça comme ça. La routine pour les Grecs, c'est ce chiffre impressionnant de 15 000 secousses environ par an, enregistrés par un réseau de 140 sismographes installés à travers tout le pays. Sur cet écran, on peut voir les séismes qui ont eu lieu les 6 derniers mois. La majorité des séismes a lieu sous la mer. Et on voit là exactement la limite de la plaque africaine qui plonge sous la plaque d'Égée. La plaque africaine remonte vers le nord et s'enfonce sous la plaque eurasienne. Un choc des titans. Heureusement, 90% des tremblements de terre sont de faible intensité, de 1 à 3 degrés sur l'échelle de Richter, qui en compte 12. Quand il y a un séisme plus que 4, on émet une annonce. Et cette annonce est envoyée aux autorités publiques, mais aussi on informe les journalistes pour... Voilà, ça c'est une annonce d'un séisme. On a une voix automatique aussi qui avertit. Donc là, il y a eu une secousse quelque part. Il y a une secousse, mais que vous n'avez pas ressentie. Il y en a des milliers. Il y a déjà la localisation automatique qui a lieu au bout de quelques minutes. Donc on a déjà une indication où ce séisme est. Alors le séisme, il est là, à côté de la Turquie, à l'est de Grèce. Et la magnitude, la magnitude est 2,1. Donc c'est rien. C'est rien. La Grèce sous haute surveillance. Elle est même devenue un laboratoire pour les spécialistes du monde entier. Voici le golfe de Corinthe, au nord du Péloponnèse. C'est l'un des points chauds du pays. Pascal Bernard est chef du département sismologie de l'Institut de physique du Globe de Paris. S'il mène des recherches depuis 20 ans sur les microséismes de cette région, c'est pour savoir quelles failles risquent de craquer dans les années à venir. Ce matin, c'est au phare de Psaromitas, sur la rive nord du Golfe, qu'il rencontre 2 ingénieurs de Clermont-Ferrand. Ils doivent lui installer de nouveaux sismographes. Donc le matos qui est là, il tourne en ce moment ou il est tout arrêté? On arrête tout, ouais. on redémarre. D'accord. Alors nous, on a actuellement depuis très longtemps, dans le cabane, on a un GPS, en fait, qui est sur l'antenne GPS qui est sur le toit, donc qui mesure la position de l'antenne à, disons, à quelques millimètres près. C'est une mesure continue. Et on surveille donc le mouvement de tout ce bloc rocheux, là, par rapport à toutes les autres stations GPS. Et c'est avec ça qu'on s'aperçoit que, par exemple, par rapport à la ville d'Éion, qui est juste en face, eh bien, tous les ans, on s'écarte d'1,5 cm. C'est-à-dire que ça s'ouvre là? C'est-à-dire que le golfe qui est ici, c'est une zone en fait qui est en effondrement, mais aussi en étirement.
Ce qui fait que le Péloponnèse qu'on voit au sud, là, toutes ces montagnes, elles s'éloignent du bloc rocheux du Cap, de Psarommita, à 1,5 cm par an. Donc depuis à peu près 200-300 000 ans, ça s'est ouvert. Autrement dit, il y a 200 ou 300 000 ans, il n'y avait pas de mer ici. Un paysage en pleine mutation que Pascal Bernard observe en permanence. Mais parfois, effectivement, sur certains petits détails du paysage, tout d'un coup, on se reconnecte sur le milieu qu'on étudie. Tel machin qu'on n'avait pas vu, ah oui, tiens, c'est marrant, il y a une petite marge d'escalier là, et c'est peut-être effectivement la faille, il y a une petite morceau de la faille qui peut passer là, ou voilà. Tel glissement de terrain, est-ce qu'il n'est pas finalement lié à telle activité de faille, par exemple? Donc on a toujours ce petit travers. Quand on est au bord de l'eau, on pense toujours, bon ben, s'il y a un tsunami, qu'est-ce que je fais, par exemple? Ben, c'est des genres de questions idiotes. Combien j'ai de temps? Bon, ben, on fait des petits calculs, on s'aperçoit qu'on a largement le temps d'être tranquille. Sauf si on s'endort pour une sieste, à ce moment-là, il faut rapidement se réveiller. Mais... Pas vraiment le temps d'aller à la plage. Quand il est en Grèce, il n'a pas une minute à lui. Recueil de données, maintenance des appareils, les journées sont chargées. Bon, là où vous êtes tête, hein. C'est la dernière? La première. C'est la première? Au total, il dispose d'une 50aine d'instruments de mesure uniquement dédiés à la recherche. Comme celui-ci, tout juste installé avec des confrères grecs. Parce que là, on a... Il faut avoir le repère. Ce qui peut Eux aussi être fait, voient d'un bon œil cette collaboration européenne, surtout en ce moment. Est-ce qu'on vous demande de vous serrer la ceinture au niveau budgétaire, comme on demande un petit peu à la population de se serrer la ceinture? Bien sûr, bien sûr. Mais la sismologie, c'est quelque chose qui est quand même très important pour tout le monde. On doit donner des informations précises. C'est pour ça que, en fait, cet effort-là, restriction au niveau budgétaire, ce n'est pas aussi important chez nous que dans d'autres matières. Attends, il y a un délai. Oui, on voit, effectivement. Ah oui, si, là, voilà. Tous ces scientifiques travaillent dans le cadre d'un projet communautaire qui concentre les recherches sur les zones en Europe les plus fragiles. La région de Corinthe en fait partie. Les experts s'attendent ici à des séismes destructeurs. Ce qu'on sait, c'est que cette montagne monte à quelques millimètres par an et ça monte par à-coups. Ça, on le voit bien sur les lignes de rivage qui sont soulevées, qui montrent des marges d'escalier. Et depuis 2000 ans, c'est monté de 5 mètres. La question, c'est est-ce que ces à-coups sont les séismes qui font monter à chaque fois de 50 cm et descendre de... Donc si ça monte de 50 cm d'un côté, l'autre côté de la faille descend de, en gros 1 mètre. Et donc ça fait des séismes de magnitude en gros 6,5, 7 peut-être au maximum. Donc on attend probablement soit un très grand séisme dans cette zone-là, qui va donc toucher aussi la ville de Patras, soit des mouvements transitoires très anormaux, et c'est pour ça qu'on a tous nos appareils. Patras, sur une faille, doit donc s'attendre à un fort séisme. Naupactos et son joli port devraient un jour ou l'autre se retrouver sous les eaux. De nombreux sites autour du golfe de Corinthe sont ainsi menacés. Seule incertitude, la date de ces événements. Autre région en sursis, Santorin, au sud des Cyclades. Cette île est l'une des plus belles cartes postales du pays. On y débarque en avion ou en bateau de croisière pour découvrir ces villages pittoresques blanchis à la chaux. Avec en prime, un joli spot pour les amoureux du coucher de soleil. Santorin, une île de rêve, mais pour combien de temps encore? Le site est un volcan, et ce scientifique le surveille quotidiennement. Ce jour-là, Kostas Papatzaros est de passage sur l'île afin de réparer des instruments tombés en panne.
Toute l'île est un volcan. Et ce qui est devant nous est pour l'essentiel le résultat d'un grand événement volcanique. Une éruption cataclysmique a donné naissance au paysage actuel de Santorin. Une immense caldeira en forme de croissant et des falaises tombant droit dans la mer. C'était il y a 3500 ans et ce volcan fait toujours parler de lui. Ça a commencé en janvier 2011 pour se terminer au printemps 2012. Ça a donc duré 15 mois environ. Et ça s'est passé à peu près ici, au nord de Kamenia, à une profondeur de 4 km. Il y a eu une grosse entrée de lave dans la chambre magmatique. Elle a gonflé et a provoqué une déformation en surface, détectée par les réseaux GPS. Et c'était un phénomène important? C'était un phénomène assez important. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu les nappes de vapeur qui accompagnent en général ce genre d'événement, les habitants ne se seraient probablement rendus compte de rien. La déformation était significative, mais sur une si grande échelle que les gens n'ont pas vraiment réalisé. Et c'est avec les instruments que nous avons pu mesurer cet incident. Si ça s'était passé dans les années 60, ça serait totalement passé inaperçu. Avec les technologies d'aujourd'hui, on a enregistré le phénomène. Des technologies de pointe comme cette animation de l'Agence spatiale européenne où apparaît en rouge la déformation maximale à la surface. Elle n'est que de quelques centimètres, mais pour les scientifiques, elle reflète une activité intense à 4 km sous terre. L'incident s'est terminé au printemps 2012 et il y a deux choses à retenir de tout ça. D'abord, les gens doivent garder à l'esprit que toute cette beauté a été créée grâce à une activité volcanique. Le deuxième point, c'est que ça a permis d'améliorer la surveillance du site d'un point de vue scientifique. Et pour les pouvoirs publics, ça rappelle que le risque volcanique n'est peut-être pas ici un risque majeur, mais qu'il serait bon de le garder dans un coin de sa tête et de ne pas l'oublier. Ne pas oublier le volcan. Car même s'il paraît calme et inoffensif, les volcanologues sont formels. Santorin reste dangereux. Il rappelle qu'au XXe siècle, ce volcan a relâché à 3 reprises des panaches de gaz. Il est vrai, sans jamais faire de victimes ou de dégâts. Les scientifiques insistent encore sur une autre menace qui pèse sur Santorin. Des secousses nées de l'activité volcanique ou sismique peuvent entraîner l'effondrement de maisons construites les unes sur les autres à l'aplomb des falaises à 200 mètres de hauteur. Nous avons contacté la mairie afin d'en savoir plus sur ce risque. Les zones constructibles, la délivrance d'un permis de construire, mais sans succès. Dans une île qui accueille 1 750 000 touristes par an, pas question de déclencher la moindre panique. Retour à Athènes pour évoquer un autre risque naturel qui frappe la Grèce. Ce sont les canicules de plus en plus fréquentes. Selon un site spécialisé des Nations Unies, elles ont fait dans le pays 1 millier de morts au cours des 20 dernières années. Ces chaleurs extrêmes sont amplifiées en ville par le phénomène d'îlots de chaleur. Matteo Santamouris est le spécialiste de cette question. Ce jour-là, en plein cœur de la capitale, il débute une nouvelle campagne de mesure avec son camion bourré de capteurs. La méthode, s'arrêter tous les 50 mètres, le long de quelques grandes avenues et faire des relevés. Ici, on peut voir la température ambiante. Alors, on a presque 22 degrés. Aussi, la direction du vent.
et aussi la vitesse du vent. En fait, c'est quoi un îlot de chaleur? Un îlot de chaleur, c'est un phénomène de changement climatique avec des températures beaucoup plus élevées au centre des villes par rapport aux banlieues à cause du bilan thermique positif des villes. C'est dû premièrement à des gains thermiques qui viennent des voitures, de l'industrie, des climatiseurs, etc. Aussi, il y a beaucoup de stockage du rayonnement solaire à cause des matériaux qu'on utilise dans les villes. En plus, à cause de la densité de ville, le vent ne peut pas circuler et alors on ne peut pas refroidir sur les matériaux. On n'a pas assez de surface verte, on n'a pas assez d'eau. Alors le bilan est positif, c'est-à-dire que la température s'élève et on peut arriver jusqu'à 6, 7 ou 8 degrés, si vous voulez, à température plus élevée qu'au banlieue ou à la région autour de la ville. 5 à 6 degrés de différence entre le centre d'Athènes et sa périphérie. Ça n'a l'air de rien, c'est pourtant catastrophique. En plein été, l'effet de fournaise se fait violemment sentir. Et illustration avec l'Acropole, le site le plus fréquenté du pays. Depuis quelques années, quand la température dépasse les 42 degrés, l'administration en interdit l'accès. C'est déjà arrivé une quinzaine de fois au cours de l'été 2012. Pour bien prendre la mesure du phénomène d'îlot de chaleur, nous retrouvons Matteo Santamouris dans son bureau à l'Université Polytechnique. Il compile ici depuis 30 ans les données sur le sujet. Si vous comparez le nombre d'heures au-dessus de 37 et 40 degrés de 1989 à nos jours, vous voyez que, à partir de 1990, le nombre de jours au-dessus de 37 degrés, en jaune ici, a fortement augmenté. Et c'est la même chose pour les jours au-dessus de 40 degrés, en rouge. Donc ce n'est pas seulement une hausse de la moyenne des températures, c'est aussi une augmentation de la fréquence des jours à très haute température, ce qui est très mauvais pour le confort thermique. Le phénomène d'îlot de chaleur a également un effet dramatique sur la production énergétique. Dans Athènes, refroidir un bâtiment de bureau augmente de 300% sa consommation électrique. Et ce n'est pas tout. Ce phénomène a un impact très fort sur les ménages à bas revenus. Ces derniers, qui vivent souvent dans des maisons mal isolées et sans double vitrage, s'ils veulent des conditions de confort décentes, c'est-à-dire avoir la climatisation, ils doivent dépenser 2 fois plus que les classes aisées par mètre carré et par personne. Les classes défavorisées sont donc pénalisées par ce phénomène. Pour Matteo Santamouris, cette situation n'est pas une fatalité. Il nous entraîne à Paléo Faliro, au sud d'Athènes. Il y a 6 ans, cet endroit n'était qu'un immense terrain vague. Mathéos a collaboré avec le maire à la création d'un parc de 23 hectares. Objectif, rafraîchir l'air de la ville. Beaucoup de gazon, des milliers d'arbres, et plus surprenant encore. Vous voyez 2 matériaux qui présentent presque les mêmes couleurs, ici et ici. On peut constater la différence. Ces matériaux-là présentent à ce moment-là presque 4 à 5 degrés inférieurs que ce matériau ici. Et on a mesuré, si vous voulez, une différence de température de surface au mois de juillet de presque 12 degrés. Ces pavés contiennent des pigments qui renvoient certains rayons solaires. Ils restent frais, même sous un soleil de plomb. Chaud, froid. Je ne pouvais pas croire qu'on peut trouver cette différence. C'était vraiment quelque chose de fantastique. Et pour ça, tout le parc, on a mis ce matériau. Un revêtement efficace, mais cher. À l'époque, le prix était de 8 € le mètre carré, 50% de plus que le prix de pavé classique. Pas sûr que le maire ferait le même choix aujourd'hui.
Avant, si tu veux, la crise économique, l'environnement, c'était une première priorité en Grèce. Les problèmes économiques et les problèmes sociaux sont beaucoup plus importants. Mais de plus en plus, il y a des maires qui font ce travail exceptionnel et on peut avoir de très bons résultats. On ne peut pas faire quelque chose de différent. Il faut travailler avec l'environnement. On ne peut pas vivre avec un salaire 40 degrés Celsius. On ne peut pas vivre. Il faut faire quelque chose pour vivre. C'est ça. Un cri, un appel à ne pas sacrifier l'environnement sur l'autel de la crise. La crise, un séisme économique qui a frappé les Grecs en 2009. Taux de chômage à 27%, salaire divisé par 2, taxes à la hausse. Le ras-le-bol est réel. À l'écart des grands mouvements de foule, il suffit de déambuler dans les rues du centre pour mesurer les effets de la crise sur la vie quotidienne. Même le luxe, comme cet hôtel 5 étoiles, est frappé de plein fouet. Voilà, vous voyez, il y a toutes les factures qui ont été glissées sous la porte de ce magasin qui a fermé depuis un certain temps. Et voilà, on est en plein Athènes et énormément de magasins ont dû mettre la clé sous la porte à cause de la crise. Voilà, donc on voit beaucoup de ce type de boutiques avec les factures d'électricité et de téléphone. Sylvie Grussov est française, passionnée par la Grèce et sa culture. Chaque année, elle organise à Athènes un festival de l'environnement. Elle cherche ainsi à sensibiliser les Grecs au changement climatique dans leur pays. Toutes les familles sont touchées en Grèce. Les gens sont abasourdis par ce qui est tombé sur ce pays. Il y a une sorte maintenant de... Les gens sont dépités d'une certaine façon. Et l'impact de cette crise, justement, peut-être sur la prévention des risques naturels, des risques climatiques. C'est certainement pas la priorité pour les Grecs. L'environnement, ça passe bien après tout ce qui leur arrive. Je pense que les Grecs sont très attachés à leur pays, très attachés à leur mer, très attachés à leurs montagnes, à leurs villages. Néanmoins, aujourd'hui, il y a d'autres problèmes plus importants. Le travail, pas de salaire, pas de moyens de sortir, pas de moyens de s'amuser. Les Grecs, vous savez, ont quand même, ça fait partie de leur âme de sortir, de rencontrer des gens, d'aller au café, etc. Et maintenant, les gens ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Donc, il y a une grande tristesse qui s'est abattue sur ce pays. Les dommages collatéraux liés à la crise économique sont multiples et frappent tous les secteurs de la société grecque. Pour Sylvie Grussov, financer aujourd'hui un événement de sensibilisation aux questions environnementales relève du parcours du combattant. Avec sa fondation, Christos Zerefos est le principal mécène du festival organisé par la Française. Pour ce scientifique grec, la situation économique et politique amène parfois à faire de mauvais choix. Des choix qui auront des conséquences à plus ou moins long terme pour le pays. Maintenant, nous savons que les pays frappés par la crise ne peuvent pas se préoccuper d'environnement. Ils ont des difficultés à s'adapter au changement climatique. Et si on ne s'adapte pas, le coût du changement climatique, pour la Grèce, par exemple, sera de 500, voire 550 milliards d'euros, ce qui représente le double de notre dette. C'est énorme. Vous voulez dire que la crise a un impact important sur l'environnement et que cette question n'est plus prioritaire ? Oui. Par exemple, des fonds avaient été collectés pour aider des populations touchées par les incendies de forêt dans le Péloponnèse en 2007.
Et à cause de la crise, le ministère des Finances n'a pas utilisé cet argent pour reconstruire les villages détruits par les feux, mais il s'en est servi pour honorer nos obligations et payer les intérêts de prêts que nous avions contractés et que nous devons rembourser chaque année. Ces populations ont un visage, une histoire. Nous sommes allés les voir dans la région de Zararo, à l'ouest du Péloponnèse. Le drame commence le 23 août 2007. Un feu mal maîtrisé se propage. Les habitants luttent avec les moyens du bord et les pompiers sont vite dépassés. Pendant 4 jours, l'incendie attisé par des vents forts brûle tout sur son passage. Des dizaines de milliers d'hectares partent en fumée. Ce sont les pires incendies que la Grèce ait connus au cours des 50 dernières années. Vassili Kyriakopoulos est le maire d'Artemida, un village qui fut au cœur du brasier. Le feu a commencé par là-bas. C'était comme s'il y avait des boules de feu. Vous imaginez de voir des boules de feu? Ça gonflait, ça explosait. Et à un certain moment, les flammes sont arrivées là où les enfants ont été brûlés. Vous vous souvenez encore du feu? Bien sûr, on ne peut pas oublier tout ça. On ne peut pas oublier. Et ceux qui ont perdu leurs parents. Ça nous a beaucoup touchés. Imaginez ceux qui ont perdu un être cher. Malgré les années, l'émotion est toujours là. Aujourd'hui, les habitants d'Artemida ont reconstruit leur maison grâce aux aides venues de la République de Chypre. Faute de moyens, l'État grec n'a quasiment pas sorti un sou de sa poche. Les traces du drame ont pratiquement disparu, à l'exception d'un endroit. Vassili nous emmène à la sortie du village. Ce ne sont pas des gens d'ici. Celui-ci s'était marié avec une femme du village. Il habitait ici. Les autres étaient des pompiers. Ce monument-là, c'est pour un couple qui venait de Makistos. Ils sont restés ici, leur voiture était garée. Elle était brûlée quand nous sommes venus les voir là-haut. Une quinzaine de monuments funéraires en souvenir d'un mari, d'une grand-mère ou encore d'un pompier. Tous ont été encerclés par les flammes. Un peu à l'écart, cette chapelle a la mémoire d'une maman et de ses 4 enfants. Ce fut l'épreuve la plus difficile à surmonter pour le maire. Konstantinos, Maria, Angeliki et l'autre, je ne me souviens plus de son nom. Elle s'appelait Athanasia, c'est ça. Ils jouaient avec mon petit-fils, ces gamins-là. Ils buvaient, mangeaient ensemble. Ils étaient amis. C'est vraiment dommage. Aussi gentils l'un que l'autre. Comment on pourrait les oublier? On ne les oublie pas. Pour la seule année 2007, 17 personnes ont péri autour de Zararo. 84 au total dans toute la Grèce.
Pour éviter de nouveaux drames, les pompiers grecs répètent sans cesse les gestes et les procédures. Nous sommes en mai dans une forêt près d'Athènes. Les autorités et la presse sont là pour suivre un entraînement de grande ampleur. 200 hommes mobilisés, une vingtaine d'engins terrestres en action et ce message à faire passer, les pompiers sont prêts pour la saison à venir. Pour cet été, d'après les prévisions météo que nous recevons, on aura 2 mois de fortes températures et du vent. Bref, on s'attend à un été chaud. Chaque année en Grèce, on compte 10 à 12 000 départs de feu. Les pompiers maîtrisent environ 80 à 90% de ces incendies pendant les 3 premières heures. C'est-à-dire qu'on les a sous contrôle. Ces propos ne doivent pas masquer les difficultés économiques que connaissent eux aussi les pompiers. En 2012, plusieurs avions canadaires restent sur le tarmac, hors service. La Grèce sollicite alors l'aide de la France et de l'Italie, qui refusent. Motif, la solidarité européenne ne doit pas pallier les carences financières d'un État membre. C'était 3 Canadair qui n'ont pas pu voler l'année dernière. Tout ce qui concerne l'entretien des avions et leur aspect technique sont de la compétence de l'armée de l'air. C'est elle qui assure la maintenance des appareils. Nous, les pompiers, on s'occupe de les faire voler. Qu'est-ce qui s'est passé l'année passée avec ces 3 Canadair ? L'année dernière, l'entretien n'a pas pu être effectué et ils n'ont pas pu décoller. Il y a eu des problèmes pendant la maintenance, il y a eu des défaillances qu'on n'a pas pu surmonter et c'est pour ça qu'ils sont restés cloués au sol. En 2012, les restrictions budgétaires auront eu raison de quelques centaines d'hectares de forêt, peut-être quelques milliers. Qu'en sera-t-il en 2013 avec la crise ? Autre conséquence des changements climatiques, le manque d'eau. Un problème particulièrement sensible dans les îles. Nous voguons maintenant vers Hydra, située à 1h30 de bateau d'Athènes. L'île, classée au patrimoine national, est connue pour ses magnifiques maisons de pierre et sa tranquillité. Depuis les années 1960, tout se fait à pied ou à dos de mulet. Un petit paradis sans voiture ni de roues, mais aussi sans eau. Pourtant, les sources étaient autrefois nombreuses sur l'île. Elles lui ont même donné son nom, Hydra, l'eau en grec. Mais des secousses sismiques auraient ébranlé le sous-sol et asséché les puits. Les habitants ont dû alors s'adapter. Cette vieille demeure typique appartient à Yorgos Germanos. Dès qu'il vient ici en week-end ou en vacances, il adopte des gestes économes. À Hydra, l'eau est rare et nous mettons toujours une bassine car ça permet de récupérer de l'eau. On ne laisse pas couler l'eau en continu. Avec la bassine, nous faisons la vaisselle et on fait attention au moment du rinçage. Ensuite, cette eau va servir à arroser les plantes dans le jardin. Ne pas gâcher, une leçon des anciens qui savaient adapter leur maison aux contraintes du climat. Là, vous avez le système qui existe à Hydra dans beaucoup de maisons. Il permet de récupérer les eaux de pluie. L'eau du toit est canalisée et tombe ici.
Ensuite, vous avez deux options. Ou bien elle va dans la citerne extérieure, ou bien cette citerne-ci. Et cette eau-là, elle sert aux travaux de nettoyage de la maison ou à se laver. Yorgos, comme la plupart des habitants d'Hydra, a donc le choix entre ses citernes et le réseau. Le réseau d'Hydra, c'est ce bateau qui apporte l'eau depuis le continent, entre 650 et 700 mètres cubes par livraison. On fait ce trajet une fois par jour et on passe à 2 rotations quotidiennes à partir de juin. Car à ce moment-là, il y a beaucoup plus de monde sur l'île. Mais est-ce qu'on peut boire cette eau? Malheureusement, non. L'eau est un peu salée et elle n'est pas potable. Une eau saumâtre qui pourrait à terme menacer la fréquentation de l'île. Du coup, la seule eau potable disponible, ce sont ces bouteilles. Yorgos Kontogiannopoulos est l'un des 2 grossistes en boissons d'Hydra. Il est dans ce business depuis 17 ans maintenant. Celle-ci, c'est pour les grands restaurants. C'est une bouteille en verre d'1 litre. Combien de bouteilles partent en été? En général, on vend environ 5 à 6 palettes par jour en été. Et en hiver, c'est une palette quotidiennement. Pour vous donner une idée, une palette, ça contient plus de 500 bouteilles d'1,5 litre. En pleine saison touristique, il écoule donc chaque jour 4500 litres d'eau minérale. Autant dire une belle affaire. D'accord, c'est vrai. Vu du côté de l'entreprise, c'est bien. Mais j'ai une conscience écologique qui ne me permet pas d'être aussi satisfait que ça. Ça va vous paraître étrange, mais j'aimerais que toutes ces bouteilles plastiques soient bannies. Problème de déchets, mais aussi problème de prix. Les touristes, comme les habitants de l'île, dépensent jusqu'à 2 € pour une bouteille. Cela fait un budget important. Dès son élection à la mairie, Angelos Kotronis a tout de suite cherché des solutions. Heureusement pour l'île, nous avons lancé un appel d'offres et 5 entreprises spécialisées dans la désalinisation d'eau de mer ont répondu. L'une d'entre elles nous a fait une proposition intéressante et c'est elle qui a été choisie pour nous fournir en eau douce. Actuellement, l'eau coûte à notre municipalité 2,50 € le mètre cube. Avec cette compagnie, nous serons autour de 96 centimes le mètre cube. Vous comprendrez que nous sommes plutôt contents car Hydra aura une eau d'excellente qualité. Elle sera potable et surtout moins chère. Grâce à ce contrat, le maire devrait assurer à Hydra 2000 mètres cubes d'eau par jour, de quoi répondre aux besoins, été comme hiver. Reste un obstacle, les services du patrimoine voient d'un mauvais œil l'implantation d'une usine dans cette île classée. Avant de quitter l'île, le maire nous invite à le suivre pour célébrer les fêtes de la Pâque orthodoxe. Celle d'Hydra serait parmi les plus belles de Grèce. Le temps fort, c'est quand cette icône, objet de toutes les dévotions, est portée vers la mer. Une façon de bénir les eaux, et pour le maire, peut-être l'espoir que le ciel l'entende enfin.
Dites-nous, est-ce qu'on peut souhaiter que cette bénédiction ramène un jour l'eau sur l'île? Effectivement, on peut le souhaiter. Mais surtout, je crois que les mentalités commencent à changer, que la Grèce va vers le mieux. Et on peut espérer qu'elle va retrouver la place qu'elle mérite. Espérez également que l'eau, la terre, le feu et la crise laissent un peu de répit à ce pays et à ses habitants.